le club. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Le Club, un podcast des médiathèques de Quimper-Bretagne occidentale. Marine au micro. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Samuel. Bonjour. De Maïwen. Bonjour. Et pour son premier podcast, applaudissez Stéphane. Bonjour. Super, donc on est là tous les quatre pour parler de ce qu'on a lu, de ce qu'on a vu, de ce qu'on a aimé ou pas. Il y aura peut-être du fight. Dans le dernier podcast, on s'est fighté sur Andorre. On n'était pas d'accord. Et puis on fait ça le temps qu'on veut. Donc le club, c'est maintenant. Si vous voulez, je peux commencer par un film que j'ai vu au cinéma dernièrement qui s'appelle Arco. C'est un film d'animation de Hugo Bienvenu qui est connu parce qu'il est auteur de bande dessinée aussi. Et donc le film, on va suivre un jeune garçon qui s'appelle Arco et qui vit dans un futur assez lointain, assez idyllique. Et dans ce futur-là, les gens ont la capacité de voyager dans le temps. Pour ça, ils ont une cape arc-en-ciel et un petit diamant. Et lui, malheureusement, il est trop jeune encore pour faire ce voyage-là. Donc sa famille lui dit non, tu dois attendre, etc. Et malgré tout, parce qu'il a envie d'aller voir des dinosaures, il va prendre cette cape et partir. Sauf qu'il va perdre le contrôle et il va se retrouver dans un futur plus proche du nôtre, donc en 2075, où il va faire la connaissance d'une petite fille qui s'appelle Iris. Et elle va l'aider à essayer de retourner chez lui. Donc c'est vraiment une belle histoire d'amitié. On va avoir trois adultes un peu étranges qui sont un peu les antagonistes, mais les antagonistes, vous verrez, si vous le voyez, qui font un peu étrange au début, mais qu'en fait, ils sont un peu attachants. Et en fait, ce qui fait Hugo Bienvenu, de manière générale, il y a toujours une recherche sur les robots, sur qu'est-ce qu'on en fait, etc. Et donc, on retrouve dans le futur qui nous est proche toute cette réflexion-là. Iris, par exemple, elle vit avec son petit frère, avec un robot qui s'appelle Mickey. Donc, c'est un peu leur maman artificielle, on va dire, parce que leurs parents travaillent loin. Donc, on voit vraiment aussi, elle s'attache vite à Arco parce qu'elle s'ennuie dans sa vie, elle veut que ses parents soient à côté. Donc ils partent vraiment à l'aventure tous les deux. Et vous savez, si vous écoutez les autres podcasts, que j'adore les films d'animation. Donc celui-ci, forcément, quand je l'ai vu, j'étais obligée d'y aller. Et comme j'aime beaucoup le travail d'Hugo Bienvenu en plus, je me suis dit, voilà, c'était l'occasion. Et aussi, à la fin, il y a une chanson dans la BO de November Ultra que moi, j'aime beaucoup aussi. Donc voilà, c'était vraiment un package complet pour que j'apprécie ce film. Cap arc-en-ciel et dinosaures, plus animation et November Ultra. Il a décidé de mettre tout pour récupérer Samuel. Il y avait toutes les coches en fait pour que ça marche. Arco est mon ami en fait. Donc voilà. Non mais Arco c'est toi. C'est Arco c'est toi. Il y a pas de souci. Ouais. Et oui, c'était un super film. Donc je pense qu'on l'aura quand il sera sorti en DVD. Donc vous aurez l'occasion de le découvrir. Alors moi, je peux prendre la place de Jérôme, parce que Jérôme n'est pas autour de cette table cette semaine. Mais si vous avez écouté nos deux podcasts précédents avec notre cher collègue, vous savez que Jérôme arrive toujours avec des recommandations extrêmement joyeuses et pleines de rire, de joie, voilà. Et donc, je pense qu'il m'a contaminée, puisque je me suis fait une grosse session film d'horreur, livre d'horreur. Et donc, ces derniers mois, j'ai vu plein de trucs hyper glauques, mais hyper bien. Donc voilà, je vais prendre la place de Jérôme. Il sera content. Voilà, il laisse des traces. Je me suis fait un cycle Mike Flanagan. Donc c'est un réalisateur américain. Et il est assez connu. Donc avant ces grandes séries qui sont passées sur Netflix, il était pas mal connu pour des premiers films d'horreur. Il y avait Ouija qui avait très bien marché. Dr. Sleep, une adaptation de Stephen King qu'il avait coécrit avec Stephen King. Et ensuite, Netflix lui a confié un show sur Netflix. Et donc, il nous a adapté plein de trucs et c'était trop bien. Alors, il a d'abord fait un diptyque qui s'appelle The Hauntings. Donc, il y a 2 séries à l'intérieur. The Haunting of Hill House, qui est vaguement adapté du roman du même nom de Shirley Jackson, qui est un roman que je suis en train de lire et qui est très bien, même si très, très, très différent de la série. Et ensuite, il a fait The Haunting of Bly Manor. Donc, il y en a un qui se passe aux États-Unis, l'autre en Angleterre. Et Bly Manor, c'est une réécriture inspirée du Tour d'écrou d'Henry James. Alors ces deux-là, ils font peur. Vraiment, clairement, si vous êtes un peu flippette et que vous avez peur de vous retrouver dans le noir, c'est pas pour vous. C'est très angoissant et ça joue beaucoup sur pas mal de choses.
Et moi, ce que j'aime personnellement chez Flanagan, alors outre que c'est très bien filmé, c'est vraiment très beau, on n'a pas de jumpscare inutile. Quand il y a du jumpscare, c'est le personnage qui a peur, et donc nous, par ricochet. Le jumpscare est toujours adressé au personnage et pas au spectateur, et ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Je trouve que c'est une différence dans le jumpscare qui est bien ciblée. Voilà, on est en empathie avec le personnage, donc on a peur. Et donc c'est très bien filmé. Les acteurs sont souvent les mêmes. Il a une petite marotte, il reprend les mêmes acteurs pour jouer dans toutes ses séries, ce qui donne un côté ultra riche parce qu'on voit des acteurs jouer des rôles extrêmement différents et ils sont aussi bons dans chacun des rôles. Et surtout, c'est que pour moi, je trouve que les films, alors en particulier ces 2 séries-là qui sont des séries de fantômes, avec des fantômes et des esprits, c'est pour parodier, pour paraphraser plutôt Guillermo del Toro, c'est pas un film de fantômes, mais c'est un film avec des fantômes dedans. Parce que je trouve que les fantômes représentent toujours des caractéristiques humaines. Hill House, c'est une grande série autour de la dépression et de la maladie mentale. Vraiment, il faut le voir comme une mise en abîme, une métaphore de la maladie mentale, et c'est très, 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 très efficace. Et Bly Manor, c'est beaucoup autour de la culpabilité. Beaucoup le poids de la culpabilité qu'on porte et qui se répercute. Donc ces 2 séries-là, je les recommande énormément. J'ai aussi vu Midnight Mass. Donc je crois qu'en français, le titre, c'est Sermon de minuit. Les 2 autres, ça s'appelle Bly Manor et Hill House, il n'y a pas d'autres titres. Les sermons de minuit, c'est un peu différent. On est plutôt dans un thématique autour de la religion. Et ce ne sont pas des fantômes. Après, c'est compliqué d'en dire trop sur les films de Flanagan, parce qu'il y a beaucoup de ressorts narratifs qui se déconstruisent si on en parle. Donc voilà, je vous incite à les regarder. Mais voilà, je trouve que ça fait moins peur que Hill House et Bly Manor. On n'est pas sur les mêmes ressorts. Ou alors, personnellement, je suis moins sensible à cette imagerie-là, qui est plus du monstre, plus une imagerie monstrueuse. Et la dernière série que j'ai vue et qui a vraiment été un gros coup de cœur, c'est La Chute de la Maison Usher. Donc pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas, La Chute de la Maison Usher, c'est à la base une nouvelle d'Edgar Poe qui est publiée dans le recueil sur les nouvelles histoires fantastiques. Et ce que fait Flanagan, c'est une adaptation un peu, alors j'ai pas envie de dire littérale, mais oui, il y a quelque chose comme ça. La Maison Usher, c'est la famille Usher, la chute de la famille Usher, parce que ça, c'est pas trop... Alors, c'est pas un spoiler, puisqu'on sait dès les premières minutes, il reste plus qu'une personne de la famille Usher. Tous les enfants sont morts, les uns à la suite des autres, en l'espace de 15 jours. Voilà, ça vous donne un peu le ton de la série, ça va être un peu glauque. Et ce que j'ai vraiment aimé, au-delà du fait que les acteurs sont géniaux, que c'est extrêmement bien filmé, c'est que Flanagan reprend toutes les nouvelles de ce recueil d'Edgar Poe et les réinterprète. Chaque épisode est un titre d'une nouvelle et parle de la nouvelle en même temps que ça s'insère dans la famille Usher. Et tous les poèmes cités dans la série sont des poèmes d'Edgar Poe. Donc c'est vraiment, si vous aimez Edgar Poe, c'est pas une adaptation littérale, c'est jamais du littéral ce que fait Flanagan, mais vraiment ça vaut le détour. Et elle est moins flippante, je trouve, que Hill House et Bly Manor, mais elle a ses bons moments de malaise et d'angoisse. C'est vraiment... voilà, on découvre des personnages qui sont assez détestables, tous, d'une façon générale. D'une façon générale, chez Flanagan, il n'y a pas grand monde qu'on aime bien. Mais ça marche très très bien, avec beaucoup d'empathie. Donc voilà, si vous ne connaissez pas le cinéma de Flanagan, je vous encourage. Moi, j'y ai trouvé énormément de choses, énormément de sous-textes, de choses à voir. Et il prépare une adaptation avec Stephen King lui-même. Ils sont en train d'écrire une série en 8 épisodes sur Carrie, un personnage bien connu de Stephen King. Donc j'ai assez hâte de voir ce que ça va donner, parce qu'il y a moyen que ça soit très beau. Voilà. Tu vois, moi qui n'aime pas les films d'horreur, ça me donne envie de voir celui sur Poe, tu vois. Ah, c'est vraiment bien. Ouais. Et pour le coup, je trouve que, alors pour avoir tout vu, et après ça dépend vraiment de son niveau de sensibilité à l'horreur, parce que je connais des gens qui, les fantômes, ça leur fait pas grand-chose, par contre les zombies, c'est pas possible. Moi, les zombies, ça me fait pas grand-chose, par contre les fantômes, ça marche très très bien sur moi. Je pense que c'est très mental en fait, c'est des peurs qui sont très intimes. Fondamentalement, l'horreur joue avec des peurs très intimes, et Flanagan le fait très très bien, puisqu'en plus il joue avec les peurs intimes de ses personnages, donc vraiment il fait des miroirs entre spectateurs et personnages. Mais je trouve que la Maison Usher, ça peut être un peu gore par moment. Tu peux avoir des choses un peu gore, des jumpscares qui sont assez violents à se prendre, mais les personnages le vivent avec toi, donc c'est un peu
tu compatis un peu. Mais pour le coup, je trouve que c'est pas celle qui fait le plus peur. Donc, c'est une bonne série par laquelle commencer, je trouve, le travail de Flanagan. C'est un bon entre-deux, entre Hill House et Bly Manor qui sont vraiment... le pire étant Hill House. Je crois que le plus malaisant et le plus angoissant, moi, Hill House, ça m'est resté des semaines collé à la peau avec un espèce de malaise. Mais c'est... Quelle horreur. Non, moi, je peux pas l'horreur. Ça me terrorise. Alors que Maïwen est habillée tout en noir à longueur de journée et que son costume préféré, c'est le costume gothique. Non mais, va m'expliquer ça, Maïwen. Voilà, j'ai un peu de mal. Je peux pas. Je peux pas du tout. Non, je suis terrorisée et je pense que je peux pas avoir 10 minutes sans après me barrer en disant non, je peux pas. Au secours. Donc ça a l'air vraiment chouette, mais je le regarderai pas. Je pense que j'en suis pas capable. Moi, je peux continuer avec de la fantasy. On part sur quelque chose de beaucoup plus mignon. Voilà. Oh, ça va. On va partir sur Là où les étoiles filantes tombent. Alors, je suis désolée, je vais sûrement écorcher son nom, de Manmoul Singh. Donc, c'est un webtoon à la base qui a été publié en papier. C'est une histoire qui est un peu étrange et qui est assez belle. Donc, on est dans un monde où, lorsqu'une étoile filante tombe, en fait, c'est une sorcière qui arrive sur le monde. Sauf qu'en fait, quand une sorcière disparaît, une étoile filante arrive et une nouvelle sorcière arrive. Les sorcières, elles sont associées à des chats. Donc normalement, quand elles arrivent sur Terre, elles ont un chat qui les retrouve et avec qui elles vont être liées. Et donc on suit Effie, c'est la 77e sorcière à tomber sur Terre. Et le problème, c'est qu'elle n'a aucun chat. Donc il y a un petit chat, Bibi, qui va la rejoindre. Et lui, il est associé à une sorcière qui a disparu. Et donc ils vont s'associer, lui parce qu'il veut retrouver sa sorcière, donc il attend en fait qu'elle se réincarne et de retrouver son étoile filante, et elle parce que elle n'a pas de chat. Et l'histoire elle est assez... Alors on essaye de suivre un peu dans ce monde où on ne connaît rien, et l'auteur fait pas, ou l'autrice prend pas la peine de nous expliquer comment fonctionne ce monde, on suit juste le fil. Et l'histoire est assez triste parce qu'en fait on parle... Enfin triste. Elle est assez belle parce qu'en fait, on parle du sentiment de cette jeune fille qui est arrivée sur cette planète en étant sorcière. En réalité, elle ne sait pas ce qu'elle fait là. Elle ne comprend pas pourquoi elle n'a pas de chat et pourquoi, en fait, d'une certaine manière, elle est cassée, elle est mal faite. De ce chat qui semble être en deuil, qui la suit partout en même temps qu'il la rejette parce que lui, il voudrait trouver sa sorcière. Et du coup, on a ces deux sentiments qui se mêlent. Et petit à petit, donc là, on arrive au 3e tome. On sent que petit à petit on a des personnages qui on va dire cristallisent des douleurs, des cicatrices, et petit à petit je trouve l'histoire devient un peu de plus en plus doucereuse, on va dire. Mais par contre le dessin est absolument superbe, donc moi j'ai vraiment hâte de savoir comment ça va se passer ensuite. C'est même le livre en tant qu'objet il est beau, j'attache pas mal d'importance à ça, donc je recommande. Les couvertures sont absolument somptueuses. Et on est tout en couleur un peu pastel. Voilà, pour ceux qui aiment les BD pastel. Toi, tu l'as lu, Marine, aussi, ou pas? Maïwen vient de me passer les tomes. D'accord. Donc voilà, j'en ai 3 de retard, mais ça sera ma prochaine lecture. Il est temps qu'elle les lise. C'est vrai que c'est très chouette. Et comme tu dis, tu découvres au fur et à mesure. Parfois, tu dis, j'ai pas compris. Et puis, c'est pas grave, je vais comprendre plus tard au fur et à mesure, essayer de détricoter un peu toutes les infos qui sont amenées au fur et à mesure. Donc, ouais, c'était une chouette découverte. J'aime bien comment tu essayes de glisser du mignon dans mes lectures horrifiques. Genre, vas-y, glisse ça, il y a des paillettes. C'est mignon parce que le dessin est mignon, mais en fait, je trouve qu'au fur et à mesure des histoires, donc ça commence sur du mignon et petit à petit, on est sur quelque chose de beaucoup plus profond, je trouve. Donc, pour moi, c'est un petit coup de cœur. Bien, moi, je ne voudrais pas qu'on s'éloigne trop vite de l'horrifique, de l'horreur. Et en même temps... Merci de me soutenir, Stéphane. J'ai choisi une forme qui a en apparence mignonne. Donc je vais vous parler d'un album BD qui s'appelle Beneath the Trees, Where Nobody Sees, de Patrick Horvat. Donc c'est américain. C'est sorti en début d'année, je crois, et ça ne m'étonnerait pas que ça figure dans plusieurs top BD de l'année 2025. Le principe, c'est une bande dessinée qui joue sur une apparence d'album pour enfants. Les personnages sont des animaux anthropomorphiques. Donc il y a un ours, un rat, un raton laveur, etc. Ce sont les personnages de cette histoire qui se déroule dans une petite ville américaine, bien tranquille, une petite ville rurale.
Et en fait, cette communauté abrite un tueur en série qui a la délicatesse de mener ses opérations habituelles hors de cette communauté, à la grande ville. Et donc, il mène une petite vie pépère, hein, il a une couverture, et il s'est arrangé pour être bien tranquille et protéger sa communauté. Et un jour, tout dérape parce qu'un assassinat sanglant est opéré dans cette petite ville. Et donc, il s'en inquiète, ce tueur en série, parce que ça va perturber déjà la vie locale et peut-être l'amener à être en fait découvert. En fait. Donc, il va mener son enquête pour savoir qu'est-ce qui se passe vraiment. C'est assez curieux parce qu'en fait, on va se retrouver presque en empathie avec un tueur en série, en fait. Hein, et on est mal pour lui, en fait. On voudrait qu'il puisse continuer à mener sa vie bien tranquille. Donc c'est assez pervers, hein. C'est une des grandes qualités de cette bande dessinée. Donc il y a du gore, hein, parce qu'il y a aussi il y a des scènes très explicites. Ceci dit, comme l'ensemble des couleurs est plutôt pastel, on vous épargnera le rouge et bleu hémoglobine dans sa splendeur, hein. Ça va être un peu plus lisse. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé cet album. Je ne vais pas dévoiler évidemment la fin. Donc c'était le premier roman graphique de Patrick Horvath. Et il est à peu près sûr qu'il va en sortir une suite parce que je crois que ça a très très, très bien marché. Ok. Je recommande vivement. Je suis curieuse aussi. Pour les amateurs de petits ours bruns qui voudraient que ça dérape dans un univers beaucoup plus dérangeant. Voilà. Alors, j'ai emprunté la BD. Donc là, tu me donnes encore plus envie de le lire tout de suite quand je rentre à la maison. Et en fait, il est aussi sur Webtoon. Alors, sur le Webtoon américain, parce que moi, Sur je le suis... français aussi. Sur le français, merci. Parce que moi, je suis calibrée sur l'américain. Mais il est aussi sur Webtoon en épisode. Et c'est vrai que ça donnait hyper envie. Et les dessins, on dirait Winnie l'ourson, quoi. C'est ça. Et au départ, tu dis, ah, c'est tout mignon. Puis après non. Ça n'a pas l'air mignon. C'est une très très chouette BD. Je suis d'accord avec toi. Bon, mais même la couverture, hein, Ouais. elle apparaît mignonne comme ça. Puis si on creuse Les détails. Voilà, si on regarde un peu mieux. précisément sur un des détails de la couverture, oui, effectivement, un personnage traîne un sac qui pourrait être ensanglanté. En tout cas, il y a des gouttes qui s'en échappent. C'est assez discret. Il a l'air de Mais tenir en une même temps, pelle voilà. aussi. Ça donne un deuxième Un petit indice. C'est Winnie l'ourson qui a vrillé. C'est ça. Non, mais j'ai le titre du podcast de ça. C'est voilà, du pastel et du gore. Magnifique. On est sur une bonne thématique. Et ben, je vais continuer avec l'étrange, le bizarre et le gore. Maïwen, tiens bon. Au secours. Peut-être Samuel rattrape. Voilà. Non, j'en ai une après aussi qui peut coller à la thématique, il n'y a pas de souci. Bon, désolée, si vous vouliez un épisode paillettes pour cette fois-ci, ça sera l'épisode prochain. Hein, on Non, je promet. vais rajouter des paillettes dans ce podcast. Moi, j'ai écouté, alors en version audio, deux romans policiers d'un japonais qui s'appelle Uketsu. Alors, c'est un peu particulier. Moi, j'ai pris ces romans juste parce que le résumé m'avait fortement attirée. Et c'est une fois que j'ai écouté le premier que je suis allée regarder qui avait écrit ce truc un peu barré et que j'ai enchaîné avec le deuxième avec grand plaisir. Donc, Uketsu, c'est à la base, c'est un youtubeur japonais qui raconte des histoires sur YouTube. Et alors, chose un peu particulière, c'est que si vous allez voir sa photo, ce que je n'avais pas fait au départ, comment dire ? Il est vêtu d'une combinaison entière. Alors, c'est produit latex, ça doit être du synthétique, mais on ne voit pas son corps. Et il a un espèce de masque blanc en papier mâché sur la figure. Voilà, c'est l'univers japonais, ça vous met tout de suite dans l'ambiance. Et donc, les deux livres, Strange Houses et Strange Pictures, c'est les mêmes titres en français, hein, ça a été traduit comme ça. En français, c'est Strange Pictures qui est sorti d'abord et Strange Houses qui vient de sortir, qu'on vient d'acheter à la médiathèque. Mais chronologiquement, c'est l'inverse dans les publications. Et je trouve que ça se sent quand on lit les deux à la suite. Je trouve que Strange Pictures est un peu mieux que Strange Houses, même si j'ai beaucoup aimé. Donc, pour faire très très simple, le pitch de Strange Pictures, il y a plusieurs histoires qui vont s'en mêler. Une professeure de psychologie qui explique un dessin d'une petite fille qui a tué sa maman.
Voilà, ça vous met dans l'ambiance directe. Le deuxième, c'est 2 étudiants en architecture qui tombent sur un blog qui semble en apparence assez léger, un blog de quelqu'un qui raconte sa vie. Il lui arrive un drame. Donc voilà, c'est un blog qui s'arrête parce que la vie a fait que la personne n'est plus en mesure de tenir ce blog. Et un des 2 étudiants lui dit regarde, il y a des choses très très étranges. Et effectivement, il y a des choses très très étranges dans ce blog. Une maman et son petit garçon. Et évidemment, il y a plein de choses qui vont s'en mêler à travers de dessins, parce que tout part de 3 dessins qui recèlent des mystères. Donc c'est du soft horror, donc c'est vraiment du policier avant tout, mais il y a vraiment un côté soft horror, une espèce de malaise ambiant avec, on se dit qu'il y a des choses cachées. En fait, c'est surtout le côté des secrets, parfois gore, cachés derrière des choses très anodines. Un dessin d'enfant, un dessin... Et c'est ça qui fait le malaise. Et je pense que c'est aussi... c'est un genre qui doit être assez propre à la culture japonaise, cette espèce d'horreur un peu diffuse dans des films ou dans des récits. Et la deuxième histoire, Strange Houses, on retrouve un des personnages qui était à l'époque étudiant en architecture, maintenant qui est plus âgé, qui est architecte. Et un de ses amis arrive avec un plan étrange d'une maison. Un plan détaillé, et il y a une pièce qui semble, un espace en tout cas dans le plan, qui semble incongru. Et Kurihara, qui est le personnage de l'architecte, a une idée un peu saugrenue sur le pourquoi du comment cet espace existe. Bon, il se trouve qu'il a un peu raison, parce qu'il est assez intelligent, Kurihara. Donc, on a toute cette histoire. Et vraiment, même si c'est spécial, Strange Houses, les 2 derniers chapitres. Bon, moi, ça m'a mis dans un espèce de malaise en disant « Ah mon Dieu, je sens le truc venir gros comme une maison. » Et puis quand ça nous tombe sur le coin du museau, on fait « Ah !» Voilà, mais c'est très prenant, c'est assez court. Ce sont des romans de 250 pages, vraiment pas très très longs, mais c'est très bien. Il y a 4 ou 5 chapitres à chaque fois, donc c'est plutôt des gros blocs qui racontent en eux-mêmes des histoires, mais mis ensemble, ça fait encore une autre histoire. Et si vous aimez les polars un peu étranges, un peu originaux, si vous aimez la culture japonaise, et si vous avez une tendance à aimer un peu tout ce qui est glauque et qui fait un peu peur, eh ben allez-y, c'est vraiment très très bon. Ça donne envie. C'est comme à la fin de chaque podcast, notre pile à lire, elle s'allonge, c'est horrible. Sauf pour Maïwen. Oui. Non, là, pour le moment, j'avoue que... Sauf peut-être le film, là, du début. Voilà, je vais aller avec voir des arcs-en-ciel, vas-y. Voilà. Si tu veux, je peux continuer dans quelque chose qui est un petit peu... un peu d'horrifique, fantastique. C'est Something is Killing the Children, de James Tynion. C'est une série de comics qu'on a à la médiathèque. Pour l'instant, on s'en est à 8 tomes. Et en gros, on suit une jeune femme qui débarque dans des petites villes, généralement, où des enfants disparaissent. Au début, on ne sait pas trop pourquoi ces enfants ils sont introuvables. Et assez rapidement, on va se rendre compte que en fait, le monde est peuplé de monstres qui sont uniquement visibles par les enfants. Et par cette jeune femme qui fait partie d'une organisation un peu plus grande qui, justement, s'occupe de tuer les monstres, que personne ne se rende compte qu'ils existent, et éventuellement effacer les traces si des gens se rendent compte que ces créatures fantastiques arrivent. Donc, c'est-à-dire tuer les gens éventuellement qui étaient là parce que ce sont des témoins, etc. Donc, sur les 3-4 premiers tomes, on la suit en fait dans une petite ville, et en fait, ça part totalement en vrille. Et c'est vraiment très, très... c'est pas fun parce que voilà, il y a des gens qui meurent, etc. Mais c'est plutôt bien construit. C'est assez rythmé. Et on s'attache à cette femme parce qu'en fait, elle est dans cette organisation, mais on sent qu'elle est un peu renégate au milieu de tout ce groupe-là. Et qu'elle a envie de mener sa barque comme elle le souhaite. Sauf que ça va pas forcément se passer comme elle le veut. Donc, si vous aimez bien les choses un petit peu gore comme tout à l'heure, c'est une très bonne série que je conseille. On note. Ouais. Sauf Maïwen. Non, ça, je pense que ça irait. Franchement, ça va. Il y a des monstres, quoi. C'est l'horrifique que je supporte pas. Le gore, c'est juste, pas un juste problème. quand c'est moi qui recommande, en fait. T'aimes pas, dis-le tout de suite. Non, mais je n'osais pas le dire. Mais moi, je vais continuer avec un livre qui a eu le prix Locus 2024. On est plusieurs à l'avoir lu. C'est Le Roi sorcier de Martha Wells. Donc, voilà, c'est mon gros coup de cœur de l'année. Donc, on suit l'histoire d'une sorte de démon qui se réveille dans un tombeau scellé au milieu de la mer. Et, dans ce tombeau, il y a sa meilleure amie qui est une sorcière
Il y a aussi une jeune fille qu'on a laissée là parce que en fait il y a des sortes de... On ne sait pas trop ce que c'est, on va pas spoiler. Il y a une sorte de pilleurs de tombes qui sont arrivés et puis ils ont laissé une enfant là, quoi. Et donc il va falloir qu'il sorte de ce fichu tombeau dans lequel on l'a enfermé. Il ne sait pas ce qu'il fait là, il ne sait pas depuis combien d'années il est coincé là-dedans. Et donc il va essayer de retrouver les gens qu'il aime et plus particulièrement la compagne de sa meilleure amie. Donc ils partent dans une sorte d'aventure dans un monde qu'on ne connaît pas, chercher cette personne. Et donc on va alterner au niveau de l'histoire entre son passé, son présent, évidemment les deux sont liés. Donc moi j'ai adoré l'histoire parce que déjà le système magique est vraiment intéressant. Il est très bien construit sans qu'on nous explique rien. Donc moi j'adore les histoires comme ça où juste on nous projette dans un monde et on nous dit démerde-toi, voilà, tu connais rien, c'est ton problème. J'aime pas du tout où on nous explique en disant en fait ça se passe comme ça parce que... Non, je m'en fous. J'aime bien débarquer comme ça. Donc le système magique est super bien construit. J'aime le fait qu'on passe du passé au présent et qu'en fait les deux sont liés. On se rend compte qu'on remonte un peu une bobine. Les relations entre les personnages sont vraiment super intéressantes. À la fin du bouquin, j'avais un peu l'impression d'être dans un groupe d'amis, en même temps en être éloignée. J'ai eu du mal à le finir, c'est-à-dire que c'est un livre... Les livres que j'ai beaucoup aimés, quand j'arrive à la fin, si je ne suis pas contente que le livre se finisse, sachant qu'il n'y a pas de suite, je réouvre le livre n'importe où et je recommence ma lecture comme si ça s'était jamais terminé. Donc j'ai fait ça plusieurs fois avec ce bouquin parce que j'ai vraiment, vraiment adoré. Voilà, faut le lire, il mérite vraiment son prix Locus pour moi. Et j'ai adoré vraiment la façon dont tous les personnages étaient construits. Et vraiment, le personnage principal est très intéressant. Je suis complètement d'accord avec Maïwenn. Elle m'en a dit beaucoup de bien et moi j'aime bien Martha Wells, donc j'étais assez curieuse de découvrir ce qu'elle avait écrit. Je suis d'accord avec tout et en fait le côté où on est débarqué dans un univers qu'on comprend pas, moi j'aime ça aussi. J'aime bien qu'on m'explique pas et de comprendre et de se rendre compte qu'à un moment, en fait on sait. Sans s'en rendre compte, on a compris comment ça fonctionne et on tire des liens. Moi, ça m'avait fait ça avec Gideon la 9e, où on est débarqué dans un univers qui est extrêmement dense et au bout d'un moment, on se rend compte qu'on a compris, on reconnaît les personnages parce que c'est tellement bien écrit que ça a infusé. Donc, je suis d'accord avec toi. Et en plus, c'est vrai qu'on débarque à un moment où même le personnage principal est complètement largué. Lui-même, ne sait pas ce qu'il fait là et pourquoi il a été dans ce tombeau et pourquoi il y a ces gens-là. Donc, on est embarqué avec le personnage dans cette espèce de questionnement. C'est pas comme si tout le monde savait tout et il y a que le lecteur qui est dans le noir. Donc ça, c'était vraiment très bien. Et je te rejoins, les personnages le système de magie est super. Le lore est extrêmement construit. Les personnages sont chouettes et finalement, elle pourrait continuer à écrire sur cet univers parce que je pense qu'elle n'a gratté qu'à peine 5% de l'histoire globale, en fait, juste là-dedans. Et si ça vous plaît, Martha Wells, c'est celle qui a écrit aussi la série des Assassins. Alors, je ne sais plus le titre exactement en anglais, mais Assassin, sin comme synthétique, c'est sur un robot qui est censé être un robot fait pour tuer. Mais qui en fait n'est pas c'est un robot qui n'a pas vraiment envie de tuer. Et c'est une série il y a au moins 8 ou 9 romans, mais ce sont des romans très très courts. C'est peut-être, 150 pages, 200 pages maximum. Et il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup... c'est vraiment très bien. Et je crois qu'elle avait déjà eu des prix pour Assassins. Donc... vraiment, c'est chouette. Et oui, je suis d'accord, elle mérite complètement son prix Locus, qui est un des plus grands prix de science-fiction qu'on peut avoir avec le Hugo Award et le Nebula. Donc voilà, le Locus en général, c'est un très bon choix. Donc je suis complètement d'accord avec Maïwenn et merci pour la reco. Avec une petite particularité en plus du fait que c'est un livre où on arrive au milieu de tout et en fait on a l'impression que on finit un peu... qu'on aurait pu continuer, quoi. Ah oui, clairement. Donc, j'espère qu'elle fera une suite, ça n'a pas l'air prévu, mais je l'attends. Une suite ou un truc qui se passe au milieu, parce qu'en fait... N'importe quoi, en fait, ça peut reprendre n'importe où, tant qu'il y a au moins un des personnages, voilà. En fait, je veux juste continuer dans ce monde-là. Voilà. Je veux qu'elle écrive sur ce monde-là. Bon, moi, je vais avouer que je me sens moins proche, sans doute, que vous de l'univers... de la fantaisie ou de l'imaginaire. Ce qui m'intéresse, moi, beaucoup, c'est plutôt des aspects de romance sociale, de romans noirs. Et donc, vas-y. Les références dont je vais vous parler aujourd'hui vont certainement le refléter. Et le prochain livre que je vais présenter maintenant, on va rester dans l'univers de la BD. C'est une séduction graphique avant tout, parce que c'est un album en noir et blanc, avec un trait...
et des aplats de couleurs très très charbonneux. Donc ça s'appelle La Veuve de Glenn Chaperon. C'est une adaptation d'un roman américain de Gil Adamson. Et donc ça se passe je crois que c'est à la fin du 19e siècle ou tout début du 20e, dans la nature sauvage du nord-ouest américain. Donc on est très proche, c'est un western en fait. Et donc une femme fuit deux sinistres individus qui sont sur ses traces et qui ont visiblement l'intention de lui faire passer un mauvais quart d'heure, quoi. Et donc c'est le trajet de cette femme qui doit lutter pour sa vie. Elle cherche à éviter d'être coincée par ces deux gus et surtout à survivre dans une nature des plus rudes en fait. Et on va comprendre au fil de l'histoire que en fait c'est la quête d'émancipation d'une femme en fait. Elle est veuve parce qu'elle a tué son mari à coups de pistolet. Son mari qui lui faisait vivre un enfer quotidien. Et donc sur son chemin, elle va essayer d'affirmer son choix de liberté. Certaines de ces rencontres vont lui être profitables, mais jusqu'à la fin, le suspense va rester. Va-t-elle être rattrapée et peut-être tuée par les frères de son mari défunt? Voilà. Moi, j'ai adoré cette histoire et surtout le choix graphique de cet album qu'en noir et blanc avec une profondeur de noir vraiment séduisante. Voilà. Ça donne envie. Mais oui. Arrêtez. Arrêtez tout de suite. Je vais continuer dans le social, comme c'est quelque chose que tu aimes. Je dis, voilà. Voilà, il y a peut-être que ça va te tenter. C'est un livre qui vient de ressortir, donc c'est un documentaire, c'est pas un roman. Il vient de ressortir et ça s'appelle Les évaporés du Japon de Léna Mogé. Elle est passée dans plusieurs podcasts dernièrement, c'est comme ça que j'ai découvert. Donc en fait, elle est journaliste et son compagnon est photographe. Et au cours d'un voyage au Japon pour le travail de son compagnon, elle a découvert quelque chose dont effectivement on parle très peu en Europe, ce sont les gens au Japon qui s'évaporent. Ils disparaissent sans laisser de traces et on imagine que c'est à peu près 100 000 personnes par an, ce qui est énorme. Sur les 100 000 personnes, et encore les chiffres sont un peu disputés, il y a certains qui disent que c'est sans doute plus. Donc, et sur les 100 000 personnes, on compte à peu près 30 000 suicides et 70 000 personnes qui disparaissent complètement. Et donc, elle a commencé à mener une enquête. Donc, elle a essayé avec des fixeurs. Donc, ce qui s'appelle des fixeurs, ce sont des gens qui sont dans le pays auquel on va. Et elle leur commande, dit j'aimerais bien rencontrer telle ou telle personne. Est-ce que tu peux arranger une entrevue ? Et donc, elle a cherché à rencontrer des évaporés et des familles d'évaporés, parce qu'il y en a qui ont refait leur vie et qui disent qu'ils sont évaporés. Je connaissais pas du tout cet aspect-là du Japon et je me suis rendu compte à rebours qu'en fait ça faisait référence aussi à un film que j'ai vu, dont j'ai parlé dans un des podcasts il y a quelques temps. C'était le film A Man, qui a eu l'équivalent de notre César japonais et que je recommande, qui est vraiment un très bon film, qui est rangé en polar alors que pour moi c'est du drame. C'est vraiment du drame social sur l'histoire du Japon. Et en fait, on découvre tout un monde comme quoi des gens décident du jour au lendemain de disparaître, qu'il y a plusieurs raisons, que la bulle économique et les yakuza sont une première raison de la disparition de certaines personnes, qu'il y a aussi parfois juste la honte, ne pas passer un examen, rater un examen et ne pas vouloir rentrer chez soi, ne pas avoir une promotion et décider du jour au lendemain de partir en abandonnant tout. Je trouve que pour la culture européenne, c'est extrêmement étrange. On n'est pas du tout dans cette idée-là. Et c'est intéressant de voir comment les familles elles-mêmes réagissent. Alors, il y a des familles qui refusent de chercher leurs disparus en disant « la personne a décidé de s'évaporer, c'est la honte pour la famille, donc on ne cherche pas ». Et le souci qui se pose, c'est qu'en fait, finalement, quand il y a des familles qui veulent chercher des gens, la police n'engage pas de recherche, ce qui fait que dans certains coins du Japon, on soupçonne qu'il y a des tueurs en série qui agissent de façon absolument, j'ai perdu mon mot, tranquille, sans être dérangés, parce que personne ne cherche les gens. Et que c'est un système extrêmement complexe. Il y a disparition volontaire, disparition involontaire. Et alors parfois, un truc improbable, c'est qu'il y a des gens qui disparaissent de Tokyo et qui restent vivre à Tokyo, mais dans un autre quartier. Et c'est assez
assez impressionnant. Je pense que ça a à voir aussi avec le système d'état civil du Japon qui doit être très différent du nôtre parce que nous, on est quand même largement... on a notre carte vitale, on a notre papier d'identité, il faut le moindre papier, acte de naissance pour remplir des choses. Je pense qu'au Japon, ça doit marcher différemment. Mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant et c'est une partie de la société japonaise qu'on a peu l'habitude de voir en France, je trouve. Et j'ai trouvé ça intéressant. Puis Léna Mogé expliquait que maintenant, son livre a été traduit au Japon. Et qu'elle reçoit encore, même presque 10 ans après la première édition du livre, elle reçoit encore des mails de familles japonaises qui lui demandent de retrouver certains de leurs disparus. Et elle se trouve assez démunie parce qu'elle dit « mais moi je vis pas au Japon et c'est pas mon métier quoi ». Mais voilà, c'est un livre que j'ai vraiment dévoré, que j'ai trouvé extrêmement passionnant. Oui, c'est un sujet qu'on peut retrouver un peu dans les mangas. Alors, pas forcément... parler de façon en disant que c'est un problème, mais c'est vrai que de temps en temps, quand on lit des mangas, alors moi je suis surtout sur la jeunesse, mais on se rend compte que c'est pas rare qu'il y ait une famille, par exemple, dans l'école où le père a disparu. Et ils disent il y avait des dettes, et en général, ils parlent d'un père qui a juste disparu, mais il n'y a pas il est mort ou il est juste parti. Donc on sent que c'est quand même quelque chose qui se passe au Japon, même si on n'en fait pas un grand sujet, mais c'est quelque chose qu'on peut retrouver quoi, dans une classe ou... Et il me semble que sur le sujet, c'est Arte qui vient de sortir un documentaire. C'est possible que ça soit en lien avec mais j'ai vu passer, oui. C'est possible parce que le livre vient d'être réédité, donc il y a peut-être et ça s'appelle comme ça, donc c'est possible que ce soit issu du roman. Enfin, du livre. Du livre, oui. Puis ça me faisait penser à une BD qui s'appelle aussi Les Évaporés de Isao. Alors, je ne sais pas si c'est Mouté ou Mout. Et qui est une adaptation d'un roman. Et en fait, pareil, ça évoque ce sujet-là, mais du point de vue d'une jeune femme qui vivait en France et qui va repartir au Japon pour essayer de retrouver la trace de son père, si je me rappelle bien. Et donc voilà, là, c'est plus du point de vue de la famille, comme tu disais tout à l'heure, moi, je vais partir à la recherche de mon père parce que je ne sais pas du tout ce qu'il est advenu de lui, quoi. Donc après Les Évaporés du Japon, j'ai écouté autre chose. Ça va pas te plaire, Maïwen. Oh non. Oh non. C'est un documentaire là aussi, et ça s'appelle Monster, l'histoire vraie du tueur en série Jeffrey Dahmer. On adore. Par Anne E. Schwartz. Donc c'est un récit. Annie Schwartz, en fait, c'est une journaliste qui a travaillé sur l'affaire Dahmer, qui était même une des premières à être là sur les lieux de l'affaire Dahmer. Alors j'avoue que Jeffrey Dahmer, c'est un nom que je connaissais par la pop culture américaine, mais au fond, je crois que c'est un des tueurs en série américains que je connaissais le moins, parce que par exemple, je ne savais pas qu'il avait tué que des hommes. Je savais pas que c'était dans les années 90. Je pensais que c'était plus ancien. Donc ça m'a au moins appris des choses sur le tueur en série. Et donc elle reprend dans son récit un ordre chronologique sur l'affaire, comment s'est déroulée l'affaire de la première découverte, puis après elle remonte l'histoire de Jeffrey Dahmer, puis elle avance comme ça jusqu'au procès et jusqu'à la mort de Jeffrey Dahmer en prison, parce qu'il a été assassiné en prison, il était condamné à mort et assassiné avant. C'est intéressant. En plus, je pense que ça fait écho à la série qui s'appelle pareil, un Monster. Il y a 3 saisons. Ils ont fait la dernière, c'est Ed Gein. Ils ont fait donc Jeffrey Dahmer, et entre les deux, ils ont fait sur les frères qui ont assassiné leurs parents. J'ai plus les noms. Donc, je pense qu'il y a un lien entre les deux. C'était intéressant, mais malgré tout, j'ai trouvé ça assez limité dans le sens où pour une journaliste, en fait, elle s'attache énormément à plutôt comment s'est déroulée l'affaire, plutôt qu'à en tirer J'aurais aimé des réflexions un peu plus profondes sur le cas de Jeffrey Dahmer, plutôt qu'un rappel des faits global aligné à la suite, quoi. Donc c'était bien de savoir qu'il y a eu aussi des choses, la police a été mise en cause parce qu'ils n'ont pas répondu, etc. Il y a eu des accusations il y a une grande partie des victimes de Jeffrey Dahmer qui étaient en fait racisées, beaucoup de personnes noires, latino aussi, beaucoup. Et je pense que j'aurais aimé qu'on rentre plus en profondeur sur ces sujets-là plutôt que de m'expliquer, parce qu'à un moment, elle détaille absolument tous les crimes les uns après les autres dans la chronologie,
Et en fait, à un moment, c'est juste une saturation, quoi. Il invite telle victime qu'il rencontre dans un bar, il lui propose $50, et puis il l'emmène chez lui, il le drogue, et puis machin, et puis machin. Je fais, oui, alors ça fait la 15e à qui il fait ça. Je crois que j'ai bien compris le concept du modus operandi de Jeffrey Dahmer. À la limite, cite-moi les noms des victimes, parce qu'on n'en parle jamais assez du nom des victimes. On connaît bien le nom de Jeffrey Dahmer, mais en fait, on ne connaît pas le nom de ses victimes. Donc, parle des victimes, parle-moi des victimes si tu veux, mais au bout de la 15e personne où il assassine de la même manière, et puis en plus... Jeffrey Dahmer, c'est un peu gore quand même, donc c'est pas hyper réjouissant. Donc, je suis arrivée un peu dépitée au bout parce que j'ai juste eu l'impression d'avoir une suite de faits. Et finalement, je pense qu'il y avait des choses vraiment plus intéressantes à dire sur Jeffrey Dahmer et la société américaine que ce qu'elle en avait dit. Donc, j'étais un peu mitigée. J'avoue, c'était pas ce que j'attendais. J'aurais préféré une analyse ou des questionnements ou... plus qu'une énumération des faits. Et voilà, il a tué 15 personnes de la même manière à chaque fois. Il s'est passé ça et ça. Bon, j'étais un peu déçue, j'avoue. Il y a une très chouette BD autour de Dahmer. Ça s'appelle Mon ami Dahmer, justement, de Derf Bagderf. Derf Bagderf, vivait dans la même petite ville américaine dans l'Ohio que Jeffrey Dahmer. En fait, ils ont été ensemble au collège et au lycée. Donc, il raconte qui était Jeffrey Dahmer avant sa carrière malheureuse dans le meurtre et l'assassinat, quoi. Et il y a quelque chose d'à la fois de tendre et de terrifiant parce qu'on voit bien que ce gamin était déjà en souffrance. Il aurait dû bénéficier en tout cas d'une aide. Et elle n'a pas eu lieu. Et donc l'histoire se termine, c'est le dernier été du lycée. Les classes et les élèves vont se séparer. Chacun va suivre sa route, soit vers la vie professionnelle ou vers les études supérieures. Et c'est l'été justement où Jeffrey Dahmer va commettre son premier meurtre. Mais c'est un super chouette album BD d'inspiration authentique. Et voilà. J'ai trouvé très attachant cette histoire qui fait peur, hein, mais pour l'instant, en tout cas dans cet album, ce ne sont que les prémices de sa carrière, hélas. À choisir, je pense que la BD que tu recommandes, c'est plus intéressant que le livre que j'ai lu. Il y a un côté un peu plus peut-être profond sur le... L'humain, c'est sûr, en fait, Ouais. parce que là, tout ce que tu décris, c'est là, un peu le catalogue des atrocités qu'il a commises, hein. Là, on a une autre approche, hein, parce que même si c'est le genre de personnages qu'on trouve monstrueux, ils appartiennent quand même à la communauté des hommes. Donc, il ne faut pas l'oublier non plus. Voilà. Mais j'aime bien comment tu colles Chouette et Jeffrey Dahmer dans la même phrase. Je trouve ça, c'est l'entièreté de ce podcast. Chouette et Jeffrey Dahmer dans la même phrase. Voilà, si vous vouliez. Non, c'est aujourd'hui, non, on est glauque. C'est à mon avis, c'est l'ombre de Jérôme qui plane sur nous. Voilà. Tu veux que je passe à un truc qui est vraiment rien à voir ? Vas-y, fais du pipou. Alors, c'est un peu d'enquête, donc peut-être que ça peut te plaire. Par contre, c'est du roman pour les tout petits. Ça s'appelle Détective Prout, de Troll. Je l'ai vu passer, oui. Et alors moi, je l'avais vu passer il y a très longtemps, mais c'était de l'animation japonaise, en petits épisodes. Et là, on les a achetés à la médiathèque en petits romans. Et donc, on remercie Nathanaël, tout à fait, qui est venu me voir avec ce roman en me disant « Regarde ce que j'ai acheté !» moi, elle me l'a donné directement. Je crois qu'il a fait un peu tout le tour de tout le monde. En fait, on suit un personnage, Détective Prout, qui a une tête de fesse. C'est un petit peu, pareil, des choses qui me font rire. Et en fait, c'est un excellent détective. Et on suit, là on en a 3, des petites enquêtes. Il y a un petit peu de cherche et trou, un peu je sais pas comment on peut dire ça, des sortes de petits mini-jeux ou des petites choses à trouver. Donc c'est pas forcément les adultes qui sont visés, mais je trouve que pour les enfants, c'est des petits livres d'enquête qui restent assez mignons, mais avec des choses à observer. Eux peuvent déduire aussi des choses avant que l'enquêteur révèle le pot rose. Donc je trouvais que c'était plutôt bien construit, bien fait. Après, il faut aimer un peu l'humour régressif, mais ce qui est mon cas. Donc pour ceux qui aiment bien les petites enquêtes mignonnes avec des personnages incongrus, allez-y, c'est fun.
Aimes-tu l'humour régressif, Stéphane? Est-ce que tu es tenté par Détective Proust? Alors, par Détective Proust, je ne sais pas, mais moi, je suis tout à fait d'accord d'assumer son côté crétin, régressif. Je pense que c'est très important. D'ailleurs, ça me donne une excellente transition, puisque dans la sélection assez sombre, j'ai moi aussi mon joker un peu crétin. Il s'agit d'artistes musicaux. C'est une paire de DJ italiens qui s'appellent, comme leur nom ne l'indique pas, Mind Enterprises. Je pense que les gens qui ont du flair ont acheté leur place pour les voir au Transmusical en décembre 2025, puisqu'ils vont passer à Rennes. En fait, donc c'est un duo qui s'appuie sur un genre musical qu'on peut ne pas connaître. Ça s'appelle l'Italo Disco. On va dire que c'est l'avatar du disco qui s'est développé dans la péninsule dans les années 80 et qui s'appuie grandement sur les ressources musicales synthétiques disponibles, en fait. Donc, c'est-à-dire que ça se joue beaucoup sur synthé. Ils se sont fait connaître, là, ces deux Gugus, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, par leurs vidéos qui sont devenues virales. En fait, ils se filmaient en train de mixer chez eux. Il faut savoir qu'ils adorent le sportswear des années 80, notamment celui des tennisman. Et en même temps qu'ils s'envoyaient leur mix, ils s'envoyaient aussi des grandes rasades de Campari et des doubles tafs de Nazionali Bleu, donc qui est une marque de cigarettes populaire en Italie. Donc si vous appréciez par exemple le générique des séries des années 80 comme Miami Vice, la musique des années 80, le dance floor un peu crétin, je vous recommande ce duo qui s'appelle Mind Enterprises. Qui nous apporte la preuve que, en plus de la pizza à l'ananas, il est possible de trouver des choses italiennes complètement folles. Je vais rester dans le paillette. Voilà, c'est pas crétin, mais c'est paillette. Voilà, pour faire plaisir à Maïwen. Et Samuel aussi, t'aimes bien les paillettes. Voilà. Pas de souci. J'ai eu l'occasion de regarder un film documentaire qui s'appelle Out d'Estelle Charbonneau et ça parle de la drag queen Ellipse. Donc si vous avez vu la première saison de Drag Race, Ellipse était dedans. Elle a un drag que moi je trouve magnifique. Il est très poétique, il est très parlant, il est en même temps parfois très décalé. C'est un drag qui est moins glamour que couture au sens premier du terme, parce que Ellipse est couturière, donc elle fait énormément de ses tenues elle-même. Et j'aime beaucoup son drag et j'aime beaucoup la personne qui est Ellipse. Donc rien que pour elle, je recommande la saison 1 de Drag Race, mais d'une façon générale, je recommande Drag Race. La All Star aussi. Oui. Ah oui, c'est vrai qu'elle est dans All Star. Voilà. C'est vrai qu'elle est dans All Star. Et donc le documentaire Out, c'est vraiment sur Ellipse. Alors Ellipse s'appelle dans la vraie vie Ellie et il est bordelais. Donc ça parle aussi de son parcours. Alors je crois que ça a été filmé après Drag Race. Je pense parce qu'il y a des références parfois au casting de Drag Race. Donc je crois que ça a été filmé après. Et en fait, c'est très touchant de voir Ellipse parler de sa carrière, de comment il est devenu drag queen, et puis tout ce qu'il a pu subir aussi, parce que on le sait bien, être drag queen, c'est pas déjà être homosexuel sans être drag queen, c'est compliqué dans la société, mais alors en plus être drag queen, c'est aussi difficile. Il raconte des choses parfois très dures. Mais au milieu de tout ça, il y a son drag qui est très beau, il y a des extraits de spectacles qui sont à couper le souffle. Donc, et je trouve que ça rend un côté très humain parce que pendant 52 minutes, on suit un individu
C'est pas un stéréotype, c'est pas un personnage comme ça, un concept. C'est vraiment Ellie qui va faire lui-même ses perruques, qui va coudre, qui va composer ses tenues, qui va être avec d'autres amis, d'autres drag queens et pas forcément d'autres drag queens. Donc voilà, c'est très touchant. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et puis, c'est beau à voir parce que voilà, le drag d'Ellipse est vraiment magnifique. Donc, allez-y. Et puis, il y a le côté aussi, derrière le faste, les paillettes, en fait, on le voit travailler, mais chez lui, mais dans un tout petit appart. C'est un mouchoir de poche, le truc. Il y a des affaires partout, des talons hauts partout, des perruques et tout. Et c'est un atelier, ouais, quoi. C'est ça. Et on dit, mais comment tu peux vivre là? C'est pas possible. Bon, bah, visiblement, si. Et aussi tout l'aspect famille aussi qu'on trouve dans les drag queens, parce que lui fait partie de la famille Lips, du coup. La famille choisie. Voilà. Et c'est assez chouette de les voir interagir ensemble, voir monter le spectacle, etc., répéter. Donc c'est vrai que c'est pour voir un peu l'envers du décor, c'est un chouette documentaire pour ça. Oui, ça met vraiment en avant une famille de drag queens et toutes les composantes autour. Et Ellipse, c'est une drag queen qui est plutôt discrète par rapport à certaines qui sont très flamboyantes. Ellipse est plutôt discrète et moi j'ai bien aimé découvrir le personnage en plus de ce qu'on avait vu dans Drag Race, d'en apprendre un peu plus sur Ellie et Ellipse du coup. Donc c'était franchement sympa et on l'a à la médiathèque. Cool. Bah là, tu vois, je suis convaincue. C'est ça, il te faut des paillettes, quoi. Exactement. Moi, je vais rester un peu sur la thématique LGBTQIA+. Je vais partir sur du Damnei. Donc, on va partir en Chine. Alors, on va reprendre depuis le début, parce que c'est compliqué. Donc, moi, j'ai adoré deux romans. Le grand maître de la cultivation démoniaque et, alors attention, je vais tout écorcher parce que c'est en anglais, The Scum Villains Self-Saving System. Vous aurez tous les titres de ce dont on a parlé. Marine va traduire parce que voilà, j'ai sûrement tout écorché. Je mettrai tout dans la description. Et donc là, après lui, je vais donner des mots en chinois, donc il est probable qu'en plus, je les prononce extrêmement mal. Lance-toi. Donc c'est des romans. Pour ces deux séries qui ont été des best-sellers, surtout le grand maître de la cultivation démoniaque. Donc, c'est des sous-genres. On part du genre du wuxia, qui est en fait qui pourrait être associé en Chine à nos romans de cap et d'épée. Donc, on part un peu sur des histoires de combat avec des capes, des épées. Et donc le grand maître de la cultivation démoniaque, c'est un sous-genre de fantasy qui est à peu près qui a été repopularisé au XXIe siècle, mais qui a été créé en 1912. Voilà, j'ai la date exacte. Et ce genre, c'est le Xingxia. Donc c'est inspiré de la mythologie chinoise du taoïsme. Et on va suivre des personnages qui vont essayer d'accéder à l'immortalité en se cultivant. Mais on parle de cultivation taoïste, de développer son ki, ce genre de choses. Mais en même temps, on est sur des personnages qui ont des épées, qui se battent avec des épées et qui se déplacent sur leur épée. Moi, ça me fait énormément rire. C'est-à-dire, ils sont debout sur leur épée et ils se promènent comme ça dans le monde. Maïwenn est concentrée, mais elle voit pas la tête de Stéphane à côté d'elle. C'est extrêmement rigolo. Je les imaginais à califourchon sur leur épée. Donc, non, ça aurait été un peu douloureux. Mais je pense que les auteurs ont pensé à ce problème-là et ils se sont dit qu'il valait mieux qu'ils soient debout, finalement. Et donc, si dans Tigre et Dragon, on voit pas ce genre de choses en plus dans le film. C'est possible. Mais donc donc on est sur du Xingxia. Et en plus, on est encore sur un sous-genre qui est le Damnei. J'avais dit que c'était compliqué. Et le Damnei, en fait, c'est les homoromances chinoises. Donc en Chine, c'est assez difficile parce que donc là, les deux romans dont je parle, ils ont été écrits par Mo Xian-tong-xiu, qui est donc, elle a écrit 3 best-sellers qui sont vraiment connus partout dans le monde. Il y a eu adaptation en série sur Netflix, il y a eu des webtoons, il y a eu des mangas qui sont... Voilà, donc ça a créé un univers assez grand. C'est quand même une autrice qui a été condamnée pour 3 ans de prison en 2020 en Chine. Alors, soi-disant pour exercice illégal d'une activité commerciale. Bon, la véritable raison, c'est que les personnes en Chine qui parlent d'homosexualité ou qui sont acteurs dans ce genre d'histoire sont soit emprisonnés. Donc elle a fait 1 an de prison, ils l'ont relâchée au bout d'1 an. Bon, voilà, donc c'est un peu dangereux pour eux. On est sur des personnes qui prennent des risques en fait dans leur pays.
Donc, le grand maître de la cultivation démoniaque, on va suivre un personnage, un cultivateur qui est donc considéré comme un cultivateur hérétique qui a été tué par les autres cultivateurs parce que ça allait pas du tout. Et en fait, il se réincarne parce qu'il y a un jeune qui se suicide et qui décide de lui laisser son corps pour que ce personnage revienne et se venge. Alors, se venge de quoi ? Ça, on va le découvrir petit à petit. Et donc, on en suit ce personnage qui, en fait, est complètement barré, qui ne sait pas trop ce qu'il fait là, ni pourquoi on l'a ramené ici, dans un corps qui n'est pas à lui. Et donc, il se promène en se rendant compte que le monde a évolué, qu'en plus, ces salauds qui l'ont tué, ils utilisent ses méthodes à lui, qu'il a mis en place, alors qu'on lui a dit qu'il était un hérétique. Voilà, donc c'est assez drôle. On suit un monde, donc là, on est un peu comme le roi sorcier. On est dans un monde... avec un système magique qu'on découvre petit à petit. Je pense que nous, en tant qu'Européens, c'est un système qu'on ne connaît pas, mais qui est sûrement, par les personnes qui lisent du Xingxia, beaucoup plus connu. Nous, on est en pleine découverte. C'est ce que j'ai adoré aussi. Je pense que ça me sort un peu de l'habitude du sorcier avec sa baguette magique ou son château fort. On est vraiment sur des paysages chinois. C'est très, très chouette. J'aime bien tout ce que ça développe comme monstre, comme façon de se battre contre un monstre, des faiblesses qu'aussi le personnage peut avoir, parce que c'est pas notre façon de voir les faiblesses, parce qu'on parle de circulation d'énergie dans le corps, de ce genre de choses. Donc j'ai trouvé ça très drôle. Évidemment, il y a une histoire d'amour, ça dure 4 tomes. C'est un peu chiant sur certains points, parce qu'en fait, c'est des systèmes que nous, on connaît pas, ni au niveau de... la façon dont on nomme les autres personnages. Donc un personnage, il peut être appelé de 4 façons différentes. Heureusement, on a une espèce de lexique à la fin du bouquin qui fait 30 pages, qui peut nous aider à comprendre de qui on parle quand on dit, par exemple, JJ. Donc là, il me semble que c'est un... Le JJ, c'est un personnage qui est, en gros, le grand frère, mais dans le sens imagé. Mais du coup, des fois, certains personnages, ils parlent de JJ, mais c'est leur JJ à eux, tu comprends ? C'est pas celui de l'autre. Donc, ils sont tous les deux en train de parler de JJ, mais c'est pas la même personne, JJ. Alors, des fois, j'étais complètement paumée. J'étais là avec mon truc à la fin de 30 pages. Mais qui est JJ ? Pourquoi ? Non, en fait, bon. Donc, ça m'a beaucoup amusée. Et l'autre, The Scum Villain Self-Saving System, ça, c'est une parodie. C'est extrêmement drôle. Donc, on suit un personnage qui a lu en gros une sorte de fanfiction, enfin en tout cas un roman en ligne. Il n'a jamais lu quelque chose d'aussi nul. C'est le truc le plus mauvais qu'il ait lu, et il est furax d'avoir lu ce truc qui a duré des années, où on suit un personnage qui est le meilleur, qui est un cultivateur, mais qui devient un démon, et en fait il décide de se venger sur tout le monde, de buter absolument tout le monde. Il a évidemment donc c'est vraiment le héros avec des muscles partout. Il a un harem de 300 femmes, je crois. Enfin, on est sur un truc, c'est complètement parodique, ça n'a aucun sens. Et donc, il est furax d'avoir lu ce truc aussi nul. Il n'est pas content du tout. Et il meurt. Et il se réincarne là-dedans, et il est réincarné dans un des personnages qui va mourir, et il le sait. C'est un personnage qui finit très mal, parce qu'en fait, le personnage principal finit par lui couper les bras et les jambes, et il meurt comme ça, sauf qu'on parle quand même de personnes qui sont... c'est des personnages qui sont immortels, donc il est coincé comme ça le reste de sa vie en ce qu'il appelle homme-bâton. Et donc, il a une espèce d'interface de jeu qui lui dit, vous êtes ce personnage-là, vous êtes dans une histoire qui a un gros souci parce qu'il y a des problèmes d'intrigue, il va falloir régler les problèmes d'intrigue, et bon courage pour essayer de survivre, parce que de toute façon vous êtes censé crever, quoi. Et donc on part sur un truc complètement parodique, et en fait au fur et à mesure qu'il va essayer de survivre tout en étant dans un monde où quand le personnage principal se fait attaquer, il se rend compte que de toute façon il risque rien, c'est le personnage principal. Donc les méchants sont toujours complètement stupides face au personnage principal, alors que face à lui il s'en sort pas du tout. Enfin, bon voilà, donc c'est très parodique, et évidemment en essayant de modifier l'histoire, de la rendre correcte, il va tout chambouler l'histoire. On va partir sur du damnate, donc on va partir sur... au lieu d'être sur un truc ultra macho, on part sur un truc LGBT. Et voilà, bon, moi ça m'a fait mourir de rire. J'ai beaucoup aimé, et je comprends que dans certains milieux ce soit vraiment devenu des références parce que c'est trop drôle. Voilà, mais c'est un peu complexe et c'est pas si facile que ça à expliquer. Voilà. Je crois que j'avais tenté de lire le premier tome du manga de Cultivateur démoniaque. Le grand maître de la cultivation démoniaque. J'ai pas tout compris, je dois avouer. J'ai un peu lâché l'affaire parce que je me suis dit, wow. Comme tu dis, je pense que
peut-être en roman, c'est peut-être plus simple, entre guillemets, de rentrer dans le monde et d'avoir beaucoup d'explications. Mais dans le manga, je trouve on est vraiment lâché dans le truc, mais c'est très, très violent, quoi. Moi, je tournais les pages, je fais, mais je ne comprends pas ce qui vient de se passer avant, etc. Alors, je me dis peut-être qu'il me manquait quelques... Je suis peut-être fatiguée en le lisant, je ne sais pas. Non, j'ai trouvé c'était dur. Le manga plus difficile, effectivement. Ouais. Après, comme moi, j'avais les deux en même temps, j'arrivais à faire des liens. J'ai compris certains trucs parce que j'avais lu le manga. Du coup, j'ai eu moins à lire. Mais le manga, je pense que je le comprendrai mieux maintenant que j'ai lu le roman. Après, une fois qu'on rentre dedans petit à petit, voilà, le cerveau s'habitue au système de magie qui est complexe, s'habitue à la façon dont on nomme les personnages qui ont 4 noms différents en fonction de qui les nomme. Ouais. Mais je pense que l'autre, The Scum Villain Self-Saving System, il est plus facile parce qu'il est vraiment sur quelque chose de très parodique. Et on part de quelque chose qui a été mal écrit pour essayer de... Donc on a toutes les explications, plus un système... une interface de jeu qui de temps en temps nous donne des explications ou raconte n'importe quoi. D'ailleurs, c'est très drôle parce qu'il arrive à s'engueuler avec l'interface de jeu qui lui répond. Voilà, donc bon. Je sens Stéphane absolument emballé. Il va se ruer à l'étage science-fiction de Jeanne pour prendre les 2 premiers tomes. Ça se voit sur ta tête. Alors, on n'a pas The Scum Villain, non, on a l'autre système, mais on a l'autre. D'accord, moi je me disais à t'écouter, Maïwen, je suis tout à côté de toi, mais je me disais que l'Asie c'est vraiment loin des fois. Alors pour le coup, oui. C'est le choc des cultures cet épisode. Stéphane, je ne sais pas s'il reviendra dans le podcast. Mais si, il faut. Mais oui, parce que bien. Justement, c'est chouette, il présente des choses peut-être un peu plus différentes. On lit pas les mêmes choses, clairement, on se rend compte. Mais c'est ça évident. Qui est cool en fait. Et puis il y a des passerelles, il y a des trucs qu'on a aimés en même temps. Est-ce que tu as une recommandation pour nous, Stéphane ? Pour nous ramener à quelque chose de peut-être plus proche. Moins barré peut-être. Je ne sais pas, en tout cas pour moi plus familier. Moi je suis plutôt attiré par l'Ouest. Donc je vais repartir aux États-Unis pour vous parler d'un roman qui est paru en 2018 aux éditions françaises Agulot, un roman dont le titre est Prodige et miracle de Jo Menno. Alors c'est un roman noir. On a des étiquettes assez faciles dans les milieux des bibliothèques, des librairies, comme roman d'initiation, roman d'apprentissage. Eh bien, c'est exactement celle qui convient à cette histoire. Je trace les grands traits. En fait, donc ça se passe dans les années 1990, dans l'Indiana, qui est un état rural des États-Unis. Donc, on a un vieil homme qui recueille son petit-fils métis. Sa fille étant en crise une nouvelle fois, elle se drogue, donc elle ne peut pas élever son fils, et donc le vieil homme qui récupère, entre guillemets, son petit-fils qui vient de la ville, qui est en manque d'amour, ne s'intéresse pas à grand-chose à part les jeux électroniques. Puis un jour, il se produit un événement un peu particulier, c'est-à-dire qu'il y a une erreur de livraison, et arrive dans la ferme du vieil homme un magnifique cheval blanc qui ne leur est pas destiné, mais qui leur est livré. Et ça va être quelque chose d'assez prodigieux pour ces 2 personnes. En fait, elles vont se retrouver face à une beauté qui n'est pas commune dans leur vie de tous les jours, et ça va les bouleverser. Alors, le vieil homme va être très touché, à titre individuel, l'adolescent également, et c'est là qu'ils vont découvrir un terrain d'entente, en fait. Donc c'est le début d'une relation qui s'améliore, en fait. Et puis, patatras, l'erreur de livraison va être réalisée dans un autre lieu. Et puis donc, ce sont 2 malfrats qui vont venir dérober le cheval et s'enfuir avec eux à travers les États du centre des États-Unis. Évidemment, c'est le drame. Et donc, le grand-père et le petit-fils vont se lancer à leur poursuite. C'est magnifiquement écrit. Il y a un final d'une violence très attendue, évidemment, on va dire presque cliché dans cet univers du roman noir. Mais j'ai trouvé ça assez bouleversant, pour ne pas dire très bouleversant. Beaucoup aimé cette histoire. Voilà.
Alors moi j'ai une autre histoire avec un cheval blanc et qui se passe aux États-Unis. C'est un film que j'ai vu il y a un moment et que j'aime beaucoup, qui s'appelle, alors c'est un peu cliché comme titre, c'est Riding Tornado, mais c'est vraiment intéressant. C'est l'histoire d'un jeune qui est très sportif, qui se blesse et qui revoit toute sa vie mise en cause par cette blessure. Et qui, pour essayer de guérir, va se réorienter. Alors, il me semble qu'il faisait des études en théologie, puis finalement, il va partir dans le milieu équin. Et en partant dans ce milieu équin, parce que sa famille y est, il récupère un cheval soi-disant indomptable, un cheval blanc. Et donc, il va essayer d'aider ce cheval. En réalité, c'est pas le cheval qui va aider, enfin, si, un peu, mais il va surtout s'aider lui-même parce que toute sa vie est remise en cause. Il est extrêmement en colère d'avoir été blessé, du fait qu'il ne pourra plus jamais courir, qu'il est probable que rapidement il puisse même plus marcher. Donc l'histoire est très belle et donc on va suivre cette espèce de reconstruction d'une personne qui est très en colère, qui se retrouve face à un cheval qui lui-même est aussi très en colère de ce qu'il vit, et de comment ces deux êtres vont s'entraider, avec évidemment des paysages magnifiques parce qu'on est dans l'Ouest, c'est des grands paysages à perte de vue, avec des couchers de soleil superbes. Et c'est plus profond que le titre a l'air de le montrer. Voilà, j'avais beaucoup aimé à l'époque. Et dire qu'il suffisait d'un cheval pour créer un pont entre Maëwen et Stéphane, je trouve ça très beau, très poétique. Bravo. Je ne vais pas hennir, mais le cœur y est. Je vous propose de rester aux États-Unis. Voilà, comme ça, vous serez moins dépaysés. Par contre, on va monter dans le nord. On va en Alaska. J'ai vu récemment la série True Detective, donc la saison 4. Alors True Detective, c'est un peu comme la série White Lotus dont j'avais parlé à ce micro la dernière fois. C'est une série où chaque saison a son unité propre et donc on peut les regarder indépendamment dans le désordre, il n'y a pas de lien, donc vous pouvez en regarder une, deux, enfin voilà, c'est en fonction de ce qui vous attire. Donc la première saison avait été très connue parce que c'était avec Woody Harrelson et Matthew McConaughey qui se passait, je crois que c'est dans le Texas. En tout cas, je dirais Louisiane. Mais... C'est la Louisiane. Je pensais que ça faisait un peu bayou par moment. Ouais, alors c'est juste que Matthew McConaughey nous fait son plus bel accent texan. Je pense que c'est ça qui m'induit en erreur. Mais oui, effectivement, ça doit être plus le bayou. Et la dernière saison, donc la 4, se passe en Alaska et l'actrice principale, c'est Jodie Foster. Donc moi, j'aime beaucoup Jodie Foster. C'est une actrice qu'on voit trop peu à mon goût. Donc je me suis dit, allez, on se lance. Et donc ça se passe en Alaska. Alors contrairement à... Alors j'ai pas vu la saison 2. Donc je ne peux pas comparer pour la saison 2, mais la saison 1 et la saison 3 jouaient beaucoup avec des retours passés-présents, entre l'enquête initiale et puis le temps présent, avec souvent des interrogatoires des policiers pour comprendre comment les enquêtes s'étaient passées. La saison 4 se déroule d'une traite, c'est plutôt sur 15 jours, au début de la nuit éternelle en Alaska. Donc on commence, c'est le 3e jour de nuit, il fait déjà nuit, et donc ça plonge... tout le récit dans une ambiance vraiment particulière, puisqu'il n'y a que de la lumière artificielle. Et il se trouve que Elizabeth Danvers, donc jouée par Jodie Foster, est appelée parce que dans un complexe de scientifiques, donc vraiment en bordure de la mer de glace, ce qu'ils appellent la mer, mais en fait c'est vraiment des étendues de glace. Il y a un complexe qui s'appelle Tsalal, et c'est des scientifiques qui étudient les carottes glaciaires, comme ça se fait vraiment beaucoup. Et il se trouve que les scientifiques ont disparu. Ils sont 6 ou 7 et il n'y a plus personne. Et le seul truc qu'on trouve dans le complexe, c'est une langue coupée. Et c'est pas une langue d'homme. Et sauf qu'il n'y a que des hommes dans les scientifiques. Et donc ça remet un autre personnage dans la boucle qui s'appelle Navarro, qui elle est une femme inuite, policière mais inuite, contrairement à Elizabeth Danvers qui est blanche. Et qui est sûre qu'il y a un lien avec un crime qu'elle essayait de résoudre il y a 3 ou 4 ans en arrière, le meurtre d'une sage-femme inuite qui avait été retrouvée vraiment massacrée et avec la langue coupée. Et elle se dit que il y a forcément un lien entre les deux. Et donc l'histoire va se dérouler, c'est un peu compliqué d'expliquer comment tout se mêle parce que c'est vraiment une histoire assez complexe et assez profonde. Mais la grande force pour moi de cette saison, sont les personnages, notamment les 2 personnages féminins, Danvers et Navarro. Alors Danvers, c'est un personnage qui est à la fois pour lequel on peut avoir beaucoup d'empathie,
parce qu'elle a vécu des choses pas drôles et en même temps qui affreuses. Vraiment, il y a des moments, il faut la remettre en place parce qu'elle fait des choses qui sont pas normales. Elle exploite vraiment son assistant, elle est pas sympa avec Navarro. Et en même temps, elle a des moments de grande bonté, de grande bienveillance. C'est vraiment un personnage très complexe. Moi, je pense qu'elle se paye le luxe d'être écrite comme un personnage masculin. Et du coup, on lui donne une profondeur que souvent les femmes flics au cinéma n'ont pas. Elle est écrite comme un homme. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être assez agaçant parce que c'est vraiment une bonne flic, mais une personne humaine qui est assez détestable. Et en même temps, elle a ses bons côtés. Et le personnage de Navarro est très complexe, c'est vraiment passionnant. Moi, j'ai beaucoup aimé le personnage de Navarro. Et ce qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est qu'on a tout un sous-texte, toute une question autour de l'exploitation de mines dans cette partie de l'Alaska, des terrains qui ont été volés au peuple inuit, et toute une histoire autour des femmes inuites. Et alors, quand on connaît un peu l'histoire des États-Unis, on sait que les femmes natives, donc que ça soit des Indiennes ou des femmes inuites, c'est une question qui préoccupe beaucoup le Canada et les États-Unis parce qu'elles ont tendance à disparaître beaucoup plus que la moyenne des femmes de façon générale. Et j'ai trouvé ça très intéressant d'avoir ce film qui mélange, cette série qui mélange une enquête et en même temps cette histoire. Et ce qu'il faut rajouter, c'est qu'il y a une grosse thématique surnaturelle dans True Detective, qui frise le film d'horreur, ce qui n'est pas le cas dans la saison 3. La saison 3, il n'y a pas cette dimension. Il y avait un peu ce côté paranormal dans la saison 1, mais là, la saison 4 vire vraiment à l'horreur par moment. C'est assez complexe, et pour autant, c'est hybride, et je peux pas en dire plus parce que sinon ça gâche tout le mystère, mais j'ai trouvé que le mélange des genres entre thématiques sociales, polar et fantastique, presque horreur, marchait très très bien dans ce contexte de nuit éternelle. Donc voilà, on commence au 3e jour de nuit et on finit au début de l'année suivante, début janvier, et on a fait 15 jours de nuit, et vraiment je le conseille pour l'ambiance, c'est vraiment quelque chose de particulier. Ouais, j'aurais un avis un peu plus réservé que toi sur cette saison 4 que j'ai vue il y a très peu de temps aussi. Alors je suis d'accord, hein, c'est vraiment une série qui tient à chaque fois sur son binôme de personnages principaux. Et moi, c'est vrai que j'ai regretté cette intrusion, pour moi un peu hérétique, du fantastique dans cette série qui était pour moi policière. Enfin, et la saison 1, pour moi, reste vraiment au-dessus du lot, quoi. Elles ont leur intérêt, les autres, mais c'est vrai que la saison 1 a mis la barre tellement haut pour moi, notamment dans cette association de Woody Harrelson et Matthew McConaughey, qui est vraiment sublime, hein, il faut dans cette saison 1. Voilà, j'ai regardé le reste avec un peu plus de recul. Voilà. Ok. Moi, j'ai essayé de dissocier chaque saison parce que je trouve elles se passent pas toutes au même moment, dans le même temps, dans les mêmes lieux. Enfin, la saison 4, c'est Alaska pendant 15 jours, alors que la saison 3, on est dans les fin années 70, début 80, puis années 90, puis 2015-2013. Donc, 3 temporalités, 3 récits mélangés. Alors, c'est vrai que la saison 1 reste ma préférée, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais j'ai bien aimé cette saison 4. Et alors moi, le paranormal, je l'intègre autrement. Pour moi, il y a un lien très fort avec la culture inuite qui a essayé d'être mise en avant. Et ce côté, parce que les personnes le paranormal est quand même très très lié à chaque fois à la culture inuite, que ce soit avec le fils de Danvers, qui est un enfant au moins métis inuit, qui est joué d'ailleurs par un petit garçon inuit. J'ai été regarder le casting. Le personnage de Navarro, c'est une femme inuite, et une des femmes assassinées, c'est une femme inuite. Et on est vraiment pour moi, c'est très culturel. C'est aussi pour ça qu'ils se mettent plus là-dedans que dans la saison 3, où effectivement le paranormal a pas sa place, et du coup n'y est pas. Parce que dans la 1, en soi, en Louisiane, ils auraient pu avoir cet aspect magique aussi, tu vois, enfin, s'ils avaient voulu, parce que tu as quand même une grosse culture aussi là-dessus. Après, je l'ai pas vu la saison 4. Moi, j'ai regardé que la 1, j'ai tenté la 2 et j'ai fait donc j'ai pas continué. La 2, c'est la mal aimée, je pense. En fait, je pense que j'ai regardé la 1, comme tu disais, même ils avaient des couleurs qui étaient très particulières, et en fait, en passant la saison 2, les couleurs étaient
beaucoup plus criarde. Et en fait, juste visuellement, ça m'a fait... j'ai eu un petit rejet, quoi. Et j'ai pas réussi à poursuivre là-dessus. Faut regarder la saison 1 en dernier, en fait, pour pas... Non, mais je pense que c'est le problème quand on fait une saison 1 tellement bonne, et surtout dans ce contexte-là, qu'après, c'est pénalisé. Mais si on les prend individuellement, elles ont leur intérêt, effectivement, à comparer. La saison 1 reste la meilleure, mais ouais, moi j'ai bien aimé le côté horrifique dans la saison 4, j'ai trouvé ça intéressant à mélanger. Mais effectivement, si on aime moins ça paraît hérétique par rapport au polar. C'est normal d'après ce que tu dis, et je le comprends aussi. Hein, oui, on s'intéresse aussi à une culture chamanique, elle est présente dans le village, dans l'endroit où est implantée la série, donc qu'elle intervienne dans le scénario, ça se conçoit très bien. Mais il n'empêche que j'ai moins accroché. Ouais, voilà. Oui, après, ce n'est que mon avis. Non, c'est des sensibilités. Mais c'est vrai que c'est... Après, oui, on est sensible ou pas au fantastique, et ça, c'est un truc de chacun. Mais j'ai trouvé, il n'y a pas de mais, qu'il l'avait bien intégré au long de la série, parce qu'on voit plusieurs fois des femmes faire des chants un peu rituels quand il y a des accouchements, ce genre de choses qui montrent, comme tu disais, que c'est vraiment inclus dans cette culture et dans le village, et c'est vraiment partie d'une culture, et ça tombe pas comme un cheveu sur la soupe. C'est ça que je voulais dire aux auditeuristes, c'est que c'est pas juste là pour faire de l'horreur, ça a vraiment un lien avec ce qui est raconté. Après, qu'on y soit sensible ou pas, effectivement, ça c'est une question très très personnelle. C'est comme je disais au début, moi les fantômes ça marche très bien, les zombies ça me laisse un peu froide, et je connais des gens où c'est vraiment l'inverse, les fantômes ça leur fait pas grand chose, mais les zombies c'est pas possible. Donc après c'est une question personnelle, mais on sera d'accord, la saison 1 reste quand même la meilleure, et oui, c'est à regarder de toute façon. Ouais. Et je suis en train de regarder la 3, mais j'ai pas fini, mais j'aime bien aussi, mais c'est encore une autre expérience, et je trouve que ça n'a pas de... Elles n'ont pas de lien entre elles, donc je les prends en individuel, j'essaye de les juger pour leur mérite intrinsèque, et je crois que je me ferai la 2 en dernier pour voir si effectivement elle est pas bonne, ou si juste elle a eu le malheur de passer après Woody Harrelson et Matthew McConaughey, mais... Oui, et puis aussi, ce sont des séries qui se construisent avec des personnages complètement différents, des contextes complètement différents. La saison 2, elle est plus sur des arnaques, sur les milieux économiques, etc. Et c'est sûr qu'il y a peut-être moins de suspense que la saison 1, et d'autres qui, elles, se concentrent sur des crimes de sang, en fait. Voilà. Et puis c'est pas genre Las Vegas dans les années 80. Je crois que c'est un peu ça. C'est pour ça que je disais les couleurs. C'est assez too much, en fait. Là où c'était waouh, c'est trop. Oui, par rapport au Bayou, on n'est pas dans la même. Dans mon souvenir, c'était très gris. Enfin, c'était pas du noir et blanc, mais les teints, la teinte de l'image était très sombre. Ah, moi j'ai des souvenirs plutôt jaunes. Plutôt jaunes. Ouais, mais moi aussi. Ouais, plus dans mon image. Ouais, plutôt dans mon esprit, tu vois. Mais du coup, quand je passais à l'autre, c'était ouf. Oui, non, puis après, il y a peut-être aussi la saison 1. Je ne sais pas si elles sont écrites par les mêmes personnes, ou si ce sont des personnes différentes qui les écrivent, ça peut peut-être jouer. Mais après, peut-être tout simplement aussi, la première saison est mieux écrite, et le casting est très bon, ce qui fait que c'est très incarné aussi. Ça, c'est... Parce que, pour le coup, moi, Matthew McConaughey, c'est un acteur que j'aime beaucoup, et que j'ai commencé à connaître par ces rôles-là, en fait. J'ai jamais vu la première partie de la carrière de Matthew McConaughey en surfeur. Non, et puis j'ai pas vu le côté surfeur californien. Moi, je crois que j'ai commencé à découvrir cet acteur avec True Detective, et j'ai enchaîné, du coup, je pense, avec Interstellar, et j'ai dû voir, en fait, et La Tour Sombre, plusieurs films où il joue soit des antagonistes, soit des personnages qui sont assez torturés, ou qui sont... Donc, je pense que ça a laissé une trace où j'aime bien ce genre de personnage, et je trouve que dans la saison 1, son accent texan, si vous regardez en version originale, il y a un côté hyper traînant, qui donne une caractéristique au personnage, une couleur tout de suite, immédiatement. Il y a quelque chose dans sa façon de parler, de prononcer, de scander, une espèce de lenteur qui étire les mots comme ça, qui est presque hypnotisante par moments. Quand il raconte, quand on a des longs passages où il raconte des choses, ça berce presque, et c'est presque hypnotisant, ce qui, avec l'histoire du bayou, etc., ça colle, mais très très bien. Donc oui, je comprends, Stéphane. Je peux continuer sur quelque chose où il y a un petit peu de fantastique dedans. Ça se passe aux États-Unis aussi. C'est L'agneau égorgera le lion. Et Maïwen adore le titre, on le voit tout de suite.
Non, mais le titre peut paraître très, très sombre. En fait, je trouve dans l'histoire, franchement, ça va. Et il y a un tome qui suit qui s'appelle Les morts posséderont la terre. Donc, c'est de l'autrice Margaret Killjoy. Et alors, les deux se suivent, mais peuvent se lire indépendamment en soi. Enfin, c'est deux petites novellas. Ça fait partie de la maison d'édition Argile et de la collection Récif. Et la particularité de cette collection, c'est que c'est que des novellas. Donc, c'est des textes assez courts. Moi, j'ai trouvé, du moins ceux que j'ai lus pour l'instant, accessibles pour les gens qui, par exemple, veulent découvrir un peu de fantastique, je sais pas s'il y a de la SF trop pour l'instant, mais voilà, je trouve que c'est une bonne porte d'entrée pour les gens qui n'aimeraient pas forcément ça ou qui voudraient découvrir. Et dans celui-ci, on va suivre le personnage qui s'appelle Daniel Kane, qui vit sur la route, en fait, et qui, là, va arriver dans une ville qui s'appelle Freedom, et qui est, en gros, squattée, entre guillemets, par tout un groupe d'anarchistes. Et elle arrive dans cette ville parce que c'est le dernier endroit connu où est passé son meilleur ami, en fait, qui s'est suicidé récemment. Donc il va y avoir tout un aspect enquête pour savoir pourquoi lui en est venu à mettre fin à ses jours. Et en parallèle de ça, dans cette petite ville, on voit des animaux qui sont morts, mais qui en fait sont vivants. Donc par exemple, ils vont être... pas écorchés, mais voilà, à moitié mangés, mais en fait, ils reprennent vie. Et c'est dû au fait que cette communauté-là, pour se protéger, a invoqué un esprit, un esprit protecteur, ce qui est représenté par un cerf rouge à 3 bois, qui au début est plutôt sympa, les protège, etc., mais qui va, à un moment, se retourner contre les invocateurs. Donc ça va être tout ce mélange-là de savoir... Qu'est-ce qui s'est passé concrètement avec son ami? Pourquoi il a voulu quitter la communauté et s'est suicidé par la suite? Et essayer de déjouer un petit peu cet esprit-là qui, au début, était hyper sympa et qui, finalement, a un petit peu vrillé. Donc, il y a plein d'éléments, mais c'est assez court. C'est un texte qui doit faire une centaine de pages. Et j'ai trouvé ça vraiment très sympa. Ce mélange-là, un petit peu thriller, enquête et fantastique. Donc, et la suite, je vais pas vous dire la fin du 1 forcément, mais on suit voilà, ce petit groupe, ces petites communautés qui arrivent dans une autre ville, parce qu'ils ont dû fuir, et ils vont trouver une bibliothèque magique, pareil, des gens qui sont censés être morts, mais qui sont vivants. Donc, c'est essayer de découvrir un peu. Il y a toujours un petit fond enquête, trouver pourquoi il y a ce truc-là étrange, parce qu'au final, on est dans un monde assez réaliste, mais il y a des choses étranges qui viennent popper et savoir pourquoi c'est là. Donc, si ça vous tente, allez-y, parce que c'est très bien. Bon, ça y est, je rajoute ça à ma liste. Merci. J'ai une histoire un peu similaire. C'est en BD. Non, tu as dû le lire. Les Chants du Chaos de Elk. Donc, c'est une BD où donc, on est dans un monde fantastique. On suit une communauté qui s'est renfermée sur elle-même, qui doit surveiller un mur dont rien ne doit arriver. Et en fait, un être humain va passer ce mur et ils vont récupérer cet être humain qui arrive de l'autre côté. Donc visiblement, tout le monde a l'air atteint par une maladie et ce personnage-là ne l'aurait pas. Et donc, on est dans un milieu un peu étrange où on essaye un peu de comprendre ce qui se passe exactement. Le personnage principal, c'est le chef de cette communauté. Il est totalement contre l'arrivée de ce nouveau, il ne comprend pas ce qu'il fait là, et il s'en méfie, et on sent qu'il est à la limite de vriller en permanence, on sent que c'est très tendu, et il y a justement des espèces de créatures qui sont censées être mortes, qui visiblement sont vivantes, ou en tout cas ça ressemble à ça, c'est des animaux qui rôdent en permanence, il ne faut pas sortir la nuit. Voilà, on est dans un peu ce type d'ambiance, c'est très bien fait. C'est Elk qui a fait les dessins, c'est un de mes dessinateurs préférés. Donc évidemment, j'ai adoré les illustrations. Il y a une maîtrise de la couleur qui est absolument superbe chez Elk. Elk, en illustrateur, c'est lui aussi qui a illustré le jeu Kanagawa, qui est un jeu d'estampes. C'est un jeu de cartes, on doit reproduire des estampes. C'est lui aussi qui a fait... en jeu, toujours de jeu de société, ça s'appelle Dream Rumors. Et c'est aussi, par exemple, l'auteur dernièrement d'un recueil d'aquarelles qui s'appelle Nebula, qui est auto-publié, donc vous ne le trouverez pas en maison d'édition. Mais voilà. Donc une maîtrise au niveau de tout ce qui est digital painting et de l'aquarelle qui est absolument superbe. Sur le Chant du Chaos, la différence des créatures qu'on peut voir ailleurs, c'est des créatures que j'ai trouvées plutôt belles.
Parce qu'elles sont un peu squelettiques dans mon souvenir et très fleuries. Oui. Donc, en premier lieu, on peut se dire « Ah, waouh, c'est des créatures sympathiques ». Bon, pas forcément, mais je trouve que ça change un petit peu de ce qu'on peut voir d'habitude sur des créatures. Oui, on n'est pas sur du gore, mais on est quand même sur de l'inquiétant, avec une espèce de nature qui a l'air de reprendre ses droits, en fait, partout. C'est assez intéressant. Et oui, c'est toujours quelque chose de très esthétique, tout en étant inquiétant. Donc, moi, c'est un auteur que je suivais depuis longtemps. J'ai acheté cette histoire, Les Chants du Chaos, avant qu'il soit édité par une maison d'édition. Donc, j'ai les premières versions en noir et blanc. Et donc ça a beaucoup changé entre la première version et la version maintenant qui a été faite, aidée par la maison d'édition. Mais on est toujours, je trouve, dans ces histoires sur des choses très belles et en même temps sur y a toujours quelque chose d'un peu étrange, d'angoissant ou des personnages qui peuvent être très malsains. Voilà, j'aime beaucoup. C'est français ou c'est traduit ? C'est français. Et pour l'instant, c'est un tome. Enfin, en tout cas, c'est en français, oui. Oui, c'est un tome. Est-ce que vous sentez la frustration ? Oui. T'aimes pas quand ça se finit comme ça, toi. Il faut la suite. Alors, je sais pas combien il y aura de tomes avec la maison d'édition, mais les originaux que j'ai, enfin, la première version, il y avait 3 tomes. Voilà, tu prends ton mal en patience, Samuel, merci. Rafale ton seum. J'aime les one-shots. Eh ben, merci à tous les 3 d'avoir partagé ce podcast avec moi. Félicitations Stéphane pour ton baptême du feu. Je suis reçu donc. Oui, absolument. Tu es le bienvenu pour un prochain podcast. Si jamais entendre encore parler de fantaisie et de fantaisie chinoise ne te fait pas peur. Je vais réfléchir. Vous trouverez, comme d'habitude, tous les titres qu'on a évoqués, dont on vous a parlé dans la description du podcast. Et moi, je vous dis à bientôt. Salut. 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 Salut.